Cet épisode 4 de Pluribus nous en révèle davantage sur un personnage important, alors que Carol se met enfin en action pour tenter de comprendre comment faire revenir le monde à la normale. Le rythme narratif de Vince Gilligan continue de s'affranchir de l'injonction à la vitesse et au renouvellement de l'attention toutes les 20 secondes de notre époque, mais pour autant, il se passe bien des choses dans ce nouveau chapitre. Un nouveau cold open pour ce 4e épisode de Pluribus, un cold open qui nous emmène au Paraguay pour y découvrir Manussos Oviedo, gérant d'une entreprise de box de stockage, qui vit en autarcie depuis qu'il a compris ce qui est arrivé au reste de l'humanité. Refusant tout contact avec la conscience collective, on le voit tester des fréquences une par une de manière très méthodique. On peut supposer qu'il espère capter des émissions provenant d'autres personnes ayant échappé comme lui au virus. Toutefois, on ne le voit pas lui-même émettre quoi que ce soit. Et pour lui, la nourriture est déjà un problème, sachant que ce moment est un flashback en comparaison du présent de la série, puisqu'on assistera à l'appel que Carol lui a passé depuis l'avion dans l'épisode 3. La personnalité très méthodique, encore une fois, qu'on peut deviner, peut-être à la limite du pathologique, s'exprime encore quand Manussos prend la peine d'écrire un mot d'explication pour les usagers des box dont il va découper les cadenas en quête de nourriture. Revenons un instant sur ce nom, Manussos Oviedo. On a un acteur colombien qui joue un homme vivant au Paraguay avec un prénom d'origine grecque et un nom de famille qui correspond à une ville espagnole. Déjà, pour le personnage de Kumba Diabaté, on avait un prénom féminin pour un homme. Je ne sais pas si c'est juste du n'importe quoi ou s'il faut y voir un sens quelconque. Quoi qu'il en soit, le caractère très cadré des actions de Manussos est sans doute aussi pour lui une manière de maintenir une illusion de contrôle sur son quotidien, alors que la réalité a pris une tournure des plus incroyables et incontrôlables. Il va donc noter le nom de Carol sur une feuille après avoir compris qu'elle devait être comme lui en dehors de la conscience collective. S'il note Sturka, c'est à la fois parce que dans sa façon d'appréhender les sons, il n'est pas évident d'écrire directement Sturka, S-T-U-R-K-A, le nom de famille de Carol, et par ailleurs c'est sans doute aussi un petit jeu de mots, car Sturka, écrit de cette façon, peut signifier Carol est-elle têtue. Il n'y a guère de doute quant au fait que Manussos et Carol vont se rencontrer, comme je le disais déjà dans l'analyse de l'épisode 3, et je pense que cela surviendra avant cette fin de première saison. Du côté de Carol, justement, on peut noter que c'est le véritable maire d'Albuquerque, Tim Keller, qui joue son propre rôle parmi les gens venus réparer la maison de l'écrivaine suite à l'explosion de la grenade. Pas forcément très étonnant que cette présence du maire soit possible étant donné le spotlight que les séries de Gilligan ont mis sur la ville d'Albuquerque depuis des années. Le tableau qu'utilise généralement Carol pour réunir et affiner les idées destinées à ses romans nous laisse voir que son personnage de capitaine corsaire, Raban, devait encore mourir, mais peut-être pour de bon cette fois. On peut rapprocher cela du destin de Zosia, qui est la version initiale de l'idéal physique que Carol a transformé en homme pour plaire à un public plus large. Zosia a failli mourir en protégeant Carol des éclats de la grenade et en fin d'épisode, elle sera en arrêt cardiaque. On trouve aussi la notion de poison sur le tableau, ce qui peut se rapprocher du thiopental sodique que Carol va injecter dans la perfusion de Zosia. Et à trop forte dose et selon l'état de la personne recevant l'injection, cette substance peut entraîner des complications cardiaques, voire un arrêt, mais on y reviendra avec la fin de l'épisode. On retrouve Carol chez elle et elle porte un haut bleu. Symboliquement, elle va donc s'intéresser à la conscience collective, dont le bleu est plutôt la couleur, et s'éloigner temporairement du jaune, qui représente plutôt son individualité. Carol établit 5 faits qu'elle connaît au sujet de la conscience collective, à savoir leur volonté de lui faire plaisir, jusqu'à lui confier une bombe atomique, leur incapacité à tuer, leur incapacité à choisir une personne plutôt qu'une autre, donc aucun favoritisme, leur détermination à changer Carol pour la faire rejoindre la fameuse conscience collective, et enfin, leur sincérité déroutante. Dans son interrogatoire du grand homme en tenue de cycliste, Carol va tester non pas une ni deux, mais 3 de ces caractéristiques à la fois. En effet, elle va confronter la volonté de la conscience collective de lui faire plaisir, à leur honnêteté et même à leur incapacité à faire un choix subjectif, à affirmer une préférence. La discussion au sujet des livres de Carol et de ceux de Shakespeare confirme cette incapacité à émettre un jugement ou une préférence entre 2 œuvres de qualité subjective. Pour la conscience collective, tout est génial car elle s'appuie sur le ressenti des personnes qui adorent les œuvres en question et personne d'autre. Plus aucun sens critique n'est donc possible. L'honnêteté de la conscience collective est sans faille puisque Carol va fouiller dans ce qu'Hélène pensait de ses propres livres, y compris celui qu'elle n'a jamais publié. Elle découvre qu'Hélène mettait la priorité sur la possibilité pour Carol d'être heureuse, parfois au détriment de la sincérité. Surtout, elle a la confirmation que la conscience collective ne mentira pas, même en sachant que la réponse ne fera pas plaisir à Carol. Et bien sûr, c'est ce qui lui permettra ensuite de développer la conviction que s'il n'existe aucune possibilité d'inverser l'effet du virus, Zosia n'hésiterait pas à le lui dire.
même si la nouvelle serait un choc pour Carol. Ce qu'elle va s'empresser de tester à l'hôpital, non sans avoir au préalable présenté des excuses à Zosia, même si c'était d'une manière très laborieuse. Donc face à la question d'une potentielle inversion du processus, Zosia indique que la conscience collective n'a pas le droit de répondre à ce type de questions. Voilà qui met directement à la poubelle les demandes de Carol du type « s'il vous plaît, mettez tous les scientifiques du monde au travail pour inverser l'union des consciences ». Peut-on toutefois déduire de l'absence de réponse que celle-ci est nécessairement positive? Peut-être que la conscience collective ne peut répondre à aucune question relative au processus, quelle qu'elle soit, et que Carol se berce d'illusions en croyant qu'il existe forcément un moyen. Alors certes, pour la tension dramatique de la série, je suppose qu'une solution devrait bel et bien exister, mais pas sûr qu'elle soit identifiée par la conscience collective pour le moment, ni qu'elle soit possible à mettre en œuvre avec les moyens actuels de l'humanité. En outre, la conversation nous apprend un élément essentiel quant au passé de Carol et à son vécu, un événement qui impacte fortement la violence avec laquelle elle rejette l'idée même de la conscience collective. À 16 ans, dans le Tennessee, à Covington, Carol a été envoyée par sa mère dans un camp de conversion, le camp de Freedom Falls. Rien que ce nom en dit long, les chutes et donc aussi la chute de la liberté. Une thérapie de conversion, c'est un délire pseudo-scientifique qui s'appuie sur l'idée selon laquelle l'orientation sexuelle et l'identité de genre non conforme à la norme hétérosexuelle ou au sexe de naissance seraient des maladies mentales qu'on pourrait guérir. Ces thérapies de conversion font souvent usage de méthodes violentes, que ce soit au niveau psychologique, physique ou souvent les deux. Elles sont interdites en France depuis 2022. Avec un tel événement traumatique, on comprend d'une part pourquoi Carol semble n'avoir aucun lien avec sa famille, et d'autre part pourquoi elle estime totalement insupportable l'idée qu'on la force à abandonner toute forme d'initiative et de préférence personnelle pour se fondre dans une prétendue béatitude collective. Carol souligne que les horribles personnes qui dirigeaient ce camp de conversion souriaient sans cesse, exactement comme les membres de la conscience collective. Pire, si Carol rejoignit finalement cette conscience, elle la partagerait, de fait, avec ceux qui ont autrefois tenté de la changer. Apparemment, la conscience collective ne s'appuie que sur le positif de chaque individu, effaçant totalement les turpitudes et tourments qui font pourtant partie de l'humanité. Le prétexte de l'héroïne est bien évidemment une façon pour Carol d'expliquer sa présence dans la pharmacie de l'hôpital sans éveiller les soupçons, et son test à domicile du thiopental sur elle-même aboutit à une excellente scène dans laquelle on va regarder Carol qui s'observe elle-même. On peut supposer que le truc informe qu'elle porte sur la tête à un moment lui a sans doute été envoyé par cette fan de ses livres qui fait du crochet, d'autant qu'elle dit à la caméra à ce moment qu'elle n'est pas si méchante, s'en voulant sans doute de sa remarque sur cette lectrice qui a été si gentille avec elle. On retient surtout l'expression de l'immense douleur liée à la perte d'Hélène ainsi que l'attirance physique que Zosia lui inspire, logiquement puisqu'elle a été spécifiquement choisie parmi toute l'humanité pour avoir le plus de chances d'être agréable à Carol sur la base de tout ce qu'ils savent d'elle. À l'hôpital, durant l'interrogatoire sous l'effet de la substance, en extérieur, Carol n'obtient rien. Toutefois, tous les membres de la conscience collective convergent vers Carol et Zosia et abandonnent leur sourire habituel pour pleurer, à l'image de Zosia. Pourtant, on sait qu'ils conservent leur sourire lorsque l'un d'entre eux est blessé ou meurt, et là on se situe dans un cas donc très spécifique. Les larmes de Zosia sont liées d'une manière ou d'une autre, je le crois, à l'interdiction, à l'impossibilité physique, peut-être, sans doute, de répondre à la question de Carol. Si le thiopental peut causer un arrêt cardiaque, comme je l'avais déjà mentionné, on peut se demander s'il ne s'agit pas ici, surtout de l'impact de ce conflit intérieur qui s'est joué chez Zosia, tandis qu'elle aurait dû s'exprimer en tant qu'individu alors même qu'elle n'en est plus un. Que tous les membres de la conscience collective présents répètent « s'il te plaît Carol », laisse entendre qu'ils ont tous ressenti ce déchirement intérieur indépassable, et donc que Carol a mis le monde entier en PLS une fois de plus. Observé sur le plan de l'attroupement vu du ciel, on distingue une forme de clé ou de serrure qui se compose naturellement par le positionnement des gens. On peut supposer qu'il s'agit là d'un message méta à l'intention du spectateur pour dire que la clé du problème ou celle de la solution est bien ici. Il sera particulièrement intéressant de découvrir dans quel état sera Zosia à son réveil et quelle sera ensuite l'attitude de la conscience collective à l'égard de Carol. Est-ce qu'ils vont lui en vouloir? Il ne fait aucun doute que Zosia va survivre et ne mourra pas pour de bon, tout comme Rabban dans les romans, car elle est tout simplement trop importante et que cela n'apporterait rien à l'histoire de Carol, pour le moment qui a déjà un deuil à gérer. Non, de mon point de vue, la véritable question, c'est est-ce que Zosia sera toujours connectée à la conscience collective, à son éveil? Est-ce parce que la connexion s'est rompue que tout le monde pleurait? Pour moi, cet épisode est passé très vite et je l'ai trouvé passionnant. Il permet de faire avancer l'intrigue tout en ouvrant de nouvelles interrogations et conséquences potentielles. Par ailleurs, je tenais à vous rappeler que la bande dessinée, le roman graphique Les Guerres de Lucas épisode 2 est disponible dès maintenant en librairie. J'ai vraiment adoré ce deuxième tome. On y découvre bien sûr les coulisses de la création de l'Empire contre-attaque, qui reste pour moi le meilleur film de la saga.
Et on a même des petits morceaux de la création d'Indiana Jones. C'est vraiment passionnant, c'est dans la lignée du premier épisode, du premier volume, et je vous le recommande vraiment de tout cœur, c'est une excellente lecture. Et pour en revenir aussi bien à Pluribus qu'à votre soutien à cette vidéo et à la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si à votre avis, Zojia sera redevenu un individu à son réveil. Je suis vraiment curieux de savoir. Alors peut-être que c'est un peu trop rapide dans la saison, c'était à l'épisode 5 j'imagine. Mais quoi qu'il en soit, eh bien je vous dis à très vite, et sans doute dès lundi, puisque je reviendrai du côté de Derry pour couvrir l'épisode 4 que je n'avais pas pu couvrir lundi dernier, et l'épisode 5 qui va arriver ce lundi. Et donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!